Bonjour, chères étudiantes et étudiants. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse au cours de L2 sans TD. Et donc, je vais me borner très sommairement à commenter l'essentiel du premier poli que je vous ai adressé et dont j'estime donc que vous l'avez lu et intégré. Je répondrai à des questions lors d'une réunion Zoom mercredi matin, à laquelle donc vous serez toutes et tous conviés. S'il y a des questions plus précises que vous voudriez que, que je traite lors de ce point Zoom, je vous prie de bien vouloir m'adresser par mail les dites questions. Voilà. L'essentiel de ce premier chapitre, donc comprendre comment l'idée européenne s'est tournée pour se réaliser par défaut vers le choix de la logique du marché commun, symbolisé par ce qu'on appelle le traité de Rome, ce qui est une appropriation et une réduction, puisqu'il y a en fait deux traités en mars 1957. Comment donc c'est le choix de cette logique d'un espace économique commun et a été mis en route avec l'idée que ce n'est pas la voie logique, que c'est une voie que l'on a choisie, eu égard aux circonstances, par défaut. Et donc, les éléments du raisonnement que je vous ai donnés, de façon très schématique, je le confesse, c'est qu'il convient de comprendre d'abord comment on en est venu à penser la nécessité d'une construction européenne. Et évidemment, après deux guerres mondiales, après trois guerres franco-allemandes depuis 1870, il y avait l'idée que si on voulait en finir, il fallait jeter les bases d'une coopération, d'un travail en commun. Je ne veux pas employer dans le climat de l'après-Seconde Guerre mondiale le terme de collaboration qui fait évidemment référence à autre chose. Et donc, vous allez avoir, même si la nécessité dans certains mouvements intellectuels ou politiques s'était fait sentir bien avant, l'idée pour qu'il y ait une réelle réconciliation franco-allemande, le cadre européen peut être une solution qui garantisse la paix. Pour ne prendre que des exemples antérieurs à la Seconde Guerre mondiale très rapidement, je vous citerai le discours de Paul Valéry au lendemain de la catastrophe de 1914-1918. Cette phrase fameuse, qui serait d'ailleurs un beau sujet de commentaires et de réflexion, après que l'Europe se soit acharnée à se détruire, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Mais pour aller vite, qu'est-ce qui se joue après 1945? Ce qui se joue
et cette idée est assez largement partagée par-delà tout le spectre idéologique et politique, c'est que pour éviter à nouveau tout cela, et notamment toute politique qui aboutisse à une volonté de revanche, le cadre européen, fondé sur donc des perspectives communes, peut contribuer sérieusement à désamorcer tout germe d'affrontements potentiels. Et ce, de façon beaucoup plus efficace que ceux dont avait témoigné l'impuissance de la Société des Nations, ceux dont avaient témoigné les avis divergents sur le traité de Versailles, jugé par les uns trop dur pour l'Allemagne, jugé par d'autres pas assez destructeur du potentiel de la puissance allemande. Et donc, l'idée d'une collaboration, hors contexte, donc 40-44, hein, le terme étant employé là au sens propre, et non pas au sens du mot qu'il a pris du fait de l'occupation de la France, une collaboration pour permettre d'éviter tout germe de conflit à venir. De ce que je viens de dire, et qui est ce qu'exprime par exemple dans le petit extrait que je vous ai donné Winston Churchill en septembre 1946 à Zurich, c'est donc un objectif politique. Et dès lors que l'on recherche quelque chose de politique, tout naturellement, on doit parvenir à une solution politique. Alors, quelle que soit la façon que l'on a d'envisager, d'analyser, de critiquer ce qui sera le résultat concret de cette première étape, à savoir les traités de Rome, c'est que c'est une solution qui choisit la voie économique et non pas la voie politique. Et vous pouvez en penser ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire l'impasse et vous ne pouvez pas ne pas proposer une réponse à cette question. Comment, alors que l'on est dans une perspective de construction politique, on aboutit à une voie économique? Et ce que ce poly a pour ambition de vous montrer, c'est que on a choisi par défaut, parce que tout le reste avait foiré, cette solution. Accessoirement, il y a aussi à s'interroger et à comprendre la méthode qui a été suivie pour parvenir à ce résultat. Alors, pourquoi d'abord les autres alternatives ont foiré? Elles ont foiré du fait des circonstances, de la conjoncture mentale, diplomatique, politique du moment. Et elles ont foiré également parce que même si les choses sont plus complexes, le monde est entré, le monde et l'Europe en particulier, sont entrés dans ce que l'on a appelé la logique de guerre froide.
Si bien que la construction d'une entité de coopération politique, diplomatique, voire militaire, qui sont, n'est-ce pas, les attributs d'une structure commune, sont apparus, bien évidemment, comme participants de cette logique de guerre froide, en ancrant dans le camp occidental, dans le camp atlantique, cette Europe. Certains esprits curieux et vifs m'objecteront un premier argument. Monsieur, vous êtes quand même un petit peu bizarre, parce qu'avec la déclaration Schuman et la première voie choisie de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est quand même bien la voie d'une coopération économique qui a été choisie, en prenant quand même les deux principaux adversaires de ce conflit depuis 1870, et même antérieur, la France et l'Allemagne, puisqu'il s'agissait d'harmoniser et de mettre en commun les politiques concernant le charbon et l'acier. On est bien dans le domaine économique. Je suis prêt à répondre à ces esprits vifs et intelligents que ce qu'ils disent est frappé du sceau du bon sens et que, oui, la déclaration Schuman plus la communauté européenne du charbon et de l'acier, associant la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, c'est quand même mettre en commun des ressources économiques. Et donc, je leur répondrai, vous avez parfaitement raison. Puis-je cependant vous faire toucher du doigt et vous faire considérer que cette collaboration sur le charbon et sur l'acier touche aux éléments fondamentaux de la restructuration et de la reconstruction économique d'un territoire dévasté par la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle constitue la condition sine qua non de la mise en place de politiques sociales prévues par, en France, les réformes de la libération, et ailleurs prévues par les nécessités. L'idée qu'une reconstruction post-nazisme implique une reconstruction sociale. Et là, vous voyez bien que l'on quitte le champ directement du politique, de l'économique, je veux dire, pour passer à un champ plus général qui s'appelle le politique. Si vous n'avez pas une base de reconstruction efficiente, comment pouvez-vous mettre en place toute la démocratie sociale que, par exemple, les mesures prévues par le Conseil national de la résistance aient mises en place? Ça s'appelle la sécurité sociale. Ça s'appelle les nationalisations. Ça s'appelle le choix de la planification. Que sais-je encore? Si vous ne mettez pas en place une capacité industrielle forte
pour permettre le plein emploi et la croissance économique, vous ne pouvez pas avoir de politique commune. Donc, c'est avec la CECA, me semble-t-il, un instrument économique pour permettre précisément les conditions d'une construction politique. Et je précise dans ce poli, vous trouverez ça sans aucune difficulté, il y a notamment les sites d'une université belge, qui est l'université de Louvain, qui ont un centre d'études européennes et qui ont mis énormément d'éléments sur l'enseignement de la construction européenne en ligne. Donc, si vous avez le temps, rien ne vous interdit d'aller y jeter un œil. Je peux vous donner les références si cela vous facilite la recherche. C'est pour ça que je me suis permis de signaler toutes les mesures d'accompagnement social en termes, par exemple, de médecine du travail, en termes de logement, qui sont prévues par la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et donc la conclusion que j'en tire, et qui je crois correspond grosso modo à la réalité des faits, c'est qu'il n'y a nulle contradiction dans la voie du politique. Ceci posé, j'observe deux choses. C'est que la France, plus le Benelux, plus l'Allemagne occidentale, plus l'Italie, ça ne signifie pas, évidemment, l'ensemble européen. Et il manque notamment, sans même parler, évidemment, conséquence de la guerre froide du bloc oriental, il manque, évidemment, les Britanniques. Or, en ce sens-là, outre que le refus britannique, le retrait britannique sur cette question-là, sans même parler de ce qui pourra préfigurer après, notamment dans la période qui court de 1972 au Brexit. Cela ne symbolise-t-il pas la prédominance de la question de l'alliance occidentale dans la logique de guerre froide? Donc, je persiste et signe, on est dans une logique de construction politique. Et les contradictions qui vont rendre impossible de poursuivre dans cette voie sont évidentes. C'est la fameuse affaire de la communauté européenne de défense. Alors, là aussi, à la SERP, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? J'ai voulu vous montrer trois choses. Trois éléments qui sont, me semble-t-il, le minimum syndical de ce que je suis en droit d'attendre que vous compreniez. La première chose, c'est que ce projet de défense européenne
qui a pollué le débat entre 1950 et 1954 avec une violence, une âpreté dans l'affrontement politique sur la question d'une défense européenne, bien évidemment, ce débat découle tout naturellement de considérations géostratégiques qu'il convient d'appréhender. Alors, pour simplifier, de quoi s'agit-il? Dans la logique d'affrontement des blocs Est-Ouest, le bloc oriental qui deviendra en 1955 le pacte de Varsovie, et en face, pour aller vite, le pacte atlantique qui, aux limites de ce bloc, entend assurer une garantie militaire américaine, une protection militaire américaine, c'est-à-dire la protection nucléaire, c'est de ça qu'il s'agit, et que les gouvernements américains, pour des raisons qui les regardent, vont vouloir soumettre au fait qu'en termes conventionnels, de défense conventionnelle, les Européens, en tout cas dans la partie considérée de l'Europe occidentale, participent à leur propre défense. Et qu'il convient pour ce faire, pour des raisons évidentes, qu'il y ait des contingents allemands. Raison évidente, parce que tout simplement, la frontière, c'est-à-dire le lieu ou l'un des lieux d'un affrontement direct, c'est le territoire allemand. Et qu'après tout, l'Allemagne, elle est coupée en deux. Une telle idée heurte de plein fouet deux types de sentiments. Quid, premièrement, du sentiment de la souveraineté nationale d'un pays comme la France, qui peut, et c'est le cas des deux courants politiques les plus importants à ce moment-là, même s'ils n'exercent pas le pouvoir pour d'autres raisons. Le Parti communiste français, c'est une arme contre l'Union soviétique, et la mouvance autour du général de Gaulle, c'est la possibilité d'un affaiblissement de la souveraineté française, avec ailleurs des craintes. Crainte, par exemple, est-ce que cette armée où il y aurait des contingents allemands, sous commandement européen, mais des contingents allemands, n'est pas le prélude à un réarmement militaire de l'Allemagne? Et dans les années 50, au début des années 50, en France par exemple, on vit dans la mémoire de 1870, de 1914 et de 1939. Et de ce qu'une armée allemande
a réellement signifié, sans avoir non plus, pour parler en mauvais français, un background suffisamment clair sur ce que ce serait qu'une Allemagne démocratique. Pour la bonne et simple raison qu'on n'en a jamais connu. Par ailleurs, ce qu'on appelle la guerre froide connaît à ce moment-là également certains conflits un peu chauds. Je pense évidemment à la guerre de Corée, qui entraîne d'ailleurs, du point de vue du leadership américain, de la direction américaine, un minimum de tension fondamentale. Par exemple, l'attitude d'un militaire américain prestigieux, comme le général MacArthur, héros de la guerre du Pacifique s'il en est, mais qui est quand même prêt, du moins, à utiliser la menace d'un bombardement nucléaire de la Chine. Donc, une armée européenne en termes conventionnels, sous la protection du feu nucléaire américain, jusque-là je comprends très bien, sauf que en cas de tension un peu trop violente, ce feu nucléaire n'appartient qu'à la décision des Américains. C'est aussi, de ce point de vue-là, soumettre cette défense commune européenne à un commandement où les Européens ne sont pas fondamentalement maîtres du jeu. Vous comprenez bien que toutes ces réflexions, on pourra en faire d'autres, et qui ne sont pas une simple vue de l'esprit, hein, ce sont des éléments concrets, posent un immense débat dans la société française. Je vous passe sur les détails, je vais insister dans mon poli sur la crise interne que cela entraîne au Parti socialiste. Pourquoi ? Parce que le Parti socialiste, qu'il soit au gouvernement ou pas, est le parti pivot de la 4ème République. Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, mais c'est en conséquence de quoi le parti où l'analyse du débat impliqué par l'armée européenne a entraîné une crise majeure. C'est pour ça que je vous ai donné quelques détails sur le fait que son groupe parlementaire, censé obéir aux consignes de son parti, avait voté contre les décisions prises par le Congrès de ce parti, en refusant majoritairement ce choix de communauté européenne de défense. Donc, cette étape-là, qui dans la foulée de la CECA aurait tout naturellement pu déboucher, si on veut être du point de vue de la construction européenne, plutôt d'un optimisme raisonné, sur une construction politique donc, cette fois-là a dû être abandonnée. C'est ce que fait le gouvernement de Pierre Mendès France, il a d'autres chats à fouetter d'ailleurs, qui clôt cette interminable querelle
30 décembre 1954, de manière d'ailleurs assez peu courageuse, par ce qu'on appelle techniquement la question préalable. C'est-à-dire une astuce. Aujourd'hui, il y a le 49.3, il y a d'autres pratiques qui réduisent à néant le rôle du Parlement. Mais là, le vote d'une motion préalable, d'une question préalable, aboutit à faire en sorte que l'on ne parle plus de ce débat, qu'on le met aux oubliettes. Ce qui me paraît frappant, mais je ne veux pas vous embrouiller trop l'esprit, quand même, c'est que le chef du gouvernement, Pierre Mendès France, par ailleurs homme éminemment intéressant, honorable, remarquable, d'intelligence, de courage, etc. Pierre Mendès France, en l'occurrence, a refusé, compte tenu des débats qui traversaient son gouvernement, d'indiquer une position claire et qu'il a choisi, plutôt que de dire bon, vu les rapports de force, c'est pas possible, cette voie un petit peu qui consistait un petit peu à se défiler. Mais peu importe la question. Pour ne vous donner qu'un exemple là-dessus, il y a un député socialiste qui va venir s'exprimer à la tribune du Parlement, de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés, comme on dit à l'époque, qui va venir s'exprimer en ayant remis son habit rayé de déporté. Vous comprenez bien que dans ce climat, la part de l'irrationnel, de la mémoire, et je répète, comment voulez-vous faire entendre en 1950-1954 qu'une Allemagne pourrait être démocratique dans la durée? Ce n'est pas un argument que vous pouvez balayer comme ça. C'est un argument structurel et fondamental. Donc, exit la voie de la construction européenne. Après décembre 1954, il semble que les choses soient soldées. Et c'est donc dans ce climat-là qui scelle la possibilité d'une discussion politique que la volonté de construction européenne, si elle veut continuer à pouvoir s'exprimer, ne peut que déboucher sur une autre méthode. Et c'est ça la philosophie du troisième point que j'ai essayé de vous développer dans ce poly, qui est la voie choisie pour la construction de la communauté économique européenne, le choix du marché commun. Alors, sur ce sujet-là, je vous ai donné, j'ai analysé très rapidement, par exemple, pour prendre que cet exemple, puisque je viens de l'évoquer par ailleurs, l'opposition résolue de Pierre Mendès France au traité de Rome. D'abord parce que ça ne me semble pas totalement inutile de rappeler qu'il était contre, et que dans le climat actuel où on dit que tous ceux qui critiquent les processus de construction européenne, que je trouve autrement plus graves, et ça je vous le montrerai plus tard, aujourd'hui sont des abrutis qui ne comprennent rien.
désolé, j'ai la prétention de comprendre. Et je suis contre. Comme Pierre Mendès France était contre le traité de Rome. Et donc, sans préjuger du jugement que l'on peut porter, on n'a pas le droit de tenir pour nul et non avenu les arguments développés par Pierre Mendès France. Mais pour aller vite, donc, qu'est-ce qui se joue? On est dans une impasse. Soit on abandonne l'idée européenne, la construction européenne, soit on trouve un biais. Et c'est la voie choisie, d'abord par la conférence de Venise, mais je voudrais quand même, de ce point de vue, que l'on reprécise bien les choses. Comment vous faites avancer un projet, si vous choisissez d'y souscrire, lors même que votre pays et son opinion publique n'en veulent manifestement pas. Et donc, toute l'œuvre du gouvernement élu en janvier 1956, le gouvernement dit de Front républicain, dirigé par le secrétaire général du Parti socialiste, Guy Mollet, auquel votre serviteur a d'ailleurs consacré une biographie parue chez Fayard en 2006, qui fait près de 1000 pages. Donc, si je vais vous enquiquiner sur le sujet, j'ai de quoi faire. Secrétaire général du Parti socialiste, c'est-à-dire d'un parti où, à 2 reprises, la majorité de son groupe parlementaire a voté contre la politique décidée par ce parti. Excusez-moi, ce n'est pas une question académique. La méthode donc utilisée par le gouvernement Guy Mollet me paraît extrêmement importante à comprendre. Donc je vous donnerai des précisions sur le sujet lors de notre rencontre Zoom. C'est pour ça que j'y ai accordé quand même, en soulignant par exemple le rôle que Guy Mollet confie à un de ceux qui a été ses principaux opposants dans l'affaire de l'armée européenne, Alain Savary, par ailleurs secrétaire d'État à des questions tout à fait importantes à l'époque, qui sont la question de la Tunisie et du Maroc, dans le cadre de la décolonisation, même si la Tunisie et le Maroc ne sont pas des colonies mais des protectorats, mais bon, il faudra revenir sur ces questions-là une autre fois peut-être, en confiant donc à Alain Savary le choix, le travail de convaincre là-dessus. Ce qui me frappe, et je m'arrêterai là pour cette présentation, c'est 2 choses. D'abord, la méthode de gouvernement. Je sais bien qu'on n'a pas le droit de parler du gouvernement Guy Mollet parce que pour une génération entière, Guy Mollet égale guerre en Algérie, point barre. D'ailleurs, même sur le dossier algérien, est vrai, incontestablement. C'est de cette époque-là que va découler toutes les... Enfin, vont s'accentuer, parce que ça existait avant malheureusement, toutes les dérives qui font qu'aujourd'hui, on réduit la guerre d'Algérie à la torture et à autre chose. Bon, à des saloperies sans nom, lesquelles ne suffisent pas d'un point de vue qui devrait être celui d'un historien, en tout cas, à caractériser uniquement le conflit.
faut l'analyser dans sa globalité. Et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc, dès lors que Guy Mollet égale torture en Algérie, tout ce qu'il a fait égale saloperie. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de Guy Mollet comme acteur fondamental du processus européen et qu'on nous sort par exemple Jean Monnet. Alors même que Jean Monnet, traumatisé par l'échec de la communauté européenne de défense, ne croyait plus possible un processus de relance globale. Mais le péché algérien fait que Guy Mollet exite de l'histoire. On n'en parle plus. Donc la méthode politique choisie, c'est qu'alors que personne ne voulait, ni les patrons, ni la haute fonction publique, ni les syndicats, et qui aujourd'hui disent tous « on était pour !» C'est faux. Quand on analyse les réunions interministérielles, ce qu'on appelle les Bleus de Matignon, et c'est quelqu'un qui a été conseiller à Matignon qui vous parle, quand on les regarde en détail, on s'aperçoit que chaque fois, tous les participants de ce qu'il est convenu d'appeler la société civile, les acteurs économiques et sociaux, les partenaires, n'est-ce pas, les corps intermédiaires, tous sont contre. Et chaque fois, le cabinet de Guy Mollet conclut, on continue. C'est donc quelque chose qui a été imposé. Deuxièmement, sur le choix même au départ, est-ce qu'on participe, nous Français, ou pas, à cette relance du processus qui doit aboutir au traité de Rome? Moi, je suis quand même assez baba sur la conception du pouvoir que va exprimer Guy Mollet. Guy Mollet va choisir simplement de dire à son ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau. Alors on peut dire ce qu'on veut de Christian Pineau, mais n'oubliez pas qu'il était enfermé en 1943 au Fort Montluc, à côté de Jean Moulin. Et que je dénie à quiconque le droit de dire que ce mec était un abruti ou un lâche. À son secrétaire d'État aux Affaires européennes, Maurice Faure, Guy Mollet va leur dire « Allez à la conférence, discutez, mesurez si selon vous ça en vaut la peine ou pas, et prenez la décision. » Et en ajoutant « Quoi que vous fassiez, je vous couvrirai. » C'est-à-dire que Guy Mollet ne s'est pas lancé dans ce processus comme ça, de manière, je veux dire, théorique, pour imposer sa vérité. Non, il a demandé à Pineau et à Faure de prendre leurs responsabilités et de dire clairement, de choisir, et que leur choix en tant que ministre des Affaires étrangères et secrétaire d'État aux Affaires européennes engagerait la solidarité gouvernementale. Moi, je trouve que c'est quand même une conception de l'autorité gouvernementale éminemment démocratique et tout à fait intéressante. Je vous laisse là parce que je suis rappelé à d'autres devoirs. Bonne journée.